Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation. J'espère que chacun a pu trouver facilement le moyen de se connecter pour rejoindre cet atelier. Le sujet d'aujourd'hui va se décliner dans un format relativement court, de 40 à 45 minutes, dans lequel va vous être présentée une initiative audacieuse. Celle-ci s'inscrit également dans une actualité qui nous invite à être d'audacieux conquérants. Vous savez que ce mois de mars est un mois où nous célébrons la Saint-Patrick. C'est la journée de l'Irlande et vous allez découvrir le lien au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension auprès de participants qui seraient anglophones. C'est un élément important, notamment avec les îles anglo-normandes, qui sont nos plus proches voisins. Je vous remercie en tous les cas d'avoir répondu à cette invitation par votre présence. Et pour introduire le débat d'aujourd'hui, je voudrais rappeler le grand passé de Rouen à travers sa maison sublime, où beaucoup de recherches ont mis en valeur les traces des échanges qui ont pu exister avec les communautés juives du Levant, et qui ont justement permis, lors de fouilles archéologiques, de retrouver sous la cour d'appel de Rouen des traces extrêmement intéressantes de la communauté juive qui était extrêmement active en Normandie et qui a fait de cette région un véritable carrefour transmanche, en allant jusqu'à l'Irlande, puisqu'on a pu retrouver des pièces de monnaie qui étaient en bronze et en étain, et qui auraient pu notamment être échangées entre la Normandie, l'Armorique et l'Irlande. Cette maison sublime de Rouen, que cette maison soit toujours sublime, c'était ce qui était inscrit au fronton de cet édifice prestigieux et qui est une formule issue du livre des rois. Plusieurs universitaires nord-américains ont été précurseurs pour réactualiser ce grand passé d'ouverture et d'échange et je dirais, mis en valeur aussi ce lien extrêmement intéressant entre Orient et Occident et ce passage de témoins qu'on a souvent oublié entre la Normandie et l'Angleterre. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner et qui peut sans doute enrichir le débat d'aujourd'hui concernant les youth banks. Alors, je voudrais aussi rappeler l'œuvre d'un très grand écrivain qui a été extrêmement visionnaire dans ses échanges, en proposant notamment les États-Unis d'Europe. C'est tout simplement Victor Hugo qui a aussi beaucoup regardé l'océan avec une œuvre exceptionnelle qui est Les Travailleurs de la mer. Et cette œuvre est remarquable puisque Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan et qui refuse l'usage de l'or et de l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie qui, dans son royaume, est autorisée est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, cette prophétie n'est pas tout à fait un hasard en Seine-Maritime, puisqu'elle s'est matérialisée de façon assez étonnante avec des ports du département, notamment je pense en particulier à la région de Dieppe, et l'Irlande.
puisque des ostréiculteurs se sont associés avec des courtiers en coquillages et sont partis tenter leur chance en Irlande et ont fondé Sophie Selfish, la société franco-irlandaise. Ce qui illustre assez bien la très grande convoitise des coquillages, en particulier des huîtres, qui représentent une filière, mais aussi des valeurs. Alors, on considère à peu près que 86% des huîtres irlandaises sont exportées, partent vers la France. Et je pense que la Normandie représente à ce titre une destination extrêmement importante pour la filière. Alors, c'est un processus qui est assez long puisque 3 à 4 années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Alors, c'est un processus qui est aussi subventionné par l'Union européenne, mais l'ostréiculture, je dirais, ne s'invente pas et on connaît le grand savoir-faire de ces travailleurs de la mer dans la Seine maritime. Alors, l'ostréiculture ne s'invente pas puisque les naissins qui arrivent justement sur les côtes normandes vont suivre plusieurs étapes de croissance et iront ensuite mûrir dans un terroir spécifique. Alors voilà un exemple extrêmement original qui illustre des relations étonnantes avec nos voisins irlandais. Il y en a d'autres. Il y a notamment cette alchimie étonnante qui est la complémentarité acier breton, charbon irlandais et gallois, qui a beaucoup fonctionné également avec la communauté bretonne du port du Havre et les Bretons également présents à Lillebonne et à Rouen. C'est un pôle d'échange qui a énormément stimulé les échanges maritimes, à la fois au niveau des ports normands, de la Manche, de leurs homologues bretons, et puis aussi de certains ports de la Méditerranée. Certains ont peut-être en souvenir les charbonniers de Jersey, ces bateaux qui transportaient du charbon. Il y a eu aussi des échanges très nombreux avec le Havre. Et sur les photos qui apparaissent, vous avez aussi des liens extrêmement riches qui ont existé avec les ports maritimes bretons de la Manche, qui étaient aussi très actifs dans le cabotage avec la Normandie. Mais au-delà de ces échanges maritimes, il y a eu aussi d'autres odyssées qui méritent d'être mis en valeur. C'est notamment l'aventure de la Free French Banking, qui a été un formidable point de ralliement de la France libre en 1940 et qui a associé de façon indirecte certains réseaux irlandais, même si l'Irlande avait choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'un des piliers de cette Free French Banking, on l'a peut-être oublié, c'est une figure qui s'appelle René Pleven et qui a agi dans l'ombre de Jean Monnet, le fondateur de l'euro. Beaucoup de grandes personnalités européennes ont marqué aussi la vie intellectuelle de Rouen, et je pense bien entendu à Jean Le Canuet. Alors, les relations avec l'Irlande auraient fortement intéressé Jean Le Canuet à ce titre, puisque ce sont aussi des relations qui se sont forgées dans des périodes de crise. Et de très grandes plumes irlandaises ont voulu matérialiser cette mémoire. L'un des plus illustres est un prix Nobel de littérature que vous connaissez sans doute, qui est Samuel Beckett. Voilà, en tous les cas, un panorama historique qui nous permet de nous projeter aujourd'hui dans le sillage des idées européennes de mémoire des conflits auxquels était très attaché Jean Le Canuet. Alors aujourd'hui, dans un contexte très particulier lié au Brexit et plus particulièrement à la question des frontières,
Je crois que le Brexit aujourd'hui remet malheureusement et fondamentalement en question des libertés communautaires que nous avons connues. Liberté de circulation, bien entendu. Et les transporteurs irlandais cherchent aujourd'hui à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l'eurozone, ce qui pourrait faire de la Normandie, avec pourquoi pas des partenaires bretons ou dans les Hauts-de-France, une nouvelle porte d'entrée. Et donc, c'est clairement un élément important qui peut contribuer à relancer les échanges humains avec le pays du trèfle. Alors, pour relancer ces échanges, cela implique de réfléchir à de nouvelles modalités de partage des risques, nouvelles modalités d'autoroute de la mer que j'évoque. Alors, l'actualité a beaucoup parlé du rôle joué par les compagnies maritimes. Il y en a eu bien avant beaucoup qui ont justement inscrit un rôle véritablement stratégique autour d'une ville installée sur une lagune et qui a joué un rôle extrêmement important, c'est Venise, dans ces autoroutes de la mer qu'on a souvent oubliées et qui a été extrêmement ingénieuse pour partager des risques, puisque la Sérénissime République a été la première place pour l'échange de parts dans des navires. Et les marchands du grand commerce mondial y échangeaient des participations dans des galères qui étaient ensuite divisées en carats, puis mises aux enchères. Et donc, ce système a permis un développement exponentiel de l'arsenal de Venise. Alors, l'ouverture sur Venise et le commerce du Levant me fait aussi beaucoup penser à la Normandie et à Rouen à travers la route maritime du café. Vous savez que la Transat Jacques Vabre rappelle justement les grands échanges autour du commerce du café. Alors, l'ouverture de Venise, en fait, est aussi une relation étonnante avec les comptoirs de la sublime porte, qui était l'Empire ottoman. Et il y a eu un événement majeur qui a souvent été oublié en 1847. Ce sont des cargaisons qui ont été envoyées par le sultan depuis la Méditerranée pour apporter une aide humanitaire à l'Irlande. Et il existe encore aujourd'hui des contacts qui ont été tissés avec la sublime porte et les échelles du Levant. Et je pense que c'est une histoire qui peut être extrêmement intéressante par rapport à la route du café qu'a développé aussi la Normandie, la vallée de la Seine, et qui pourrait sans doute réveiller des liens et peut-être une relation triangulaire entre l'Irlande et les anciens comptoirs de l'Empire ottoman. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de partager de la prise de risque et de l'inclusion financière, c'est-à-dire un sujet extrêmement d'actualité qui est constamment remis sur la table. Vous savez que depuis 2016, le FMI a publié des études relatives à l'impact des technologies blockchain sur l'économie mondiale et interroge les potentialités d'inclusion financière. Alors, une autre actualité qui va dans ce sens, c'est une tribune de Jean-Yves Le Drian qui a été publiée le 2 janvier dernier et qui s'intitule « France, your EU closest neighbor », France, le voisin le plus proche de l'Irlande. Cette tribune, publiée dans les colonnes du Irish Times, est très facile à retrouver sur Internet et je vous invite à la parcourir parce qu'elle permet de réfléchir à toutes les formes de coopération que l'on peut co-construire avec l'Irlande. Et cette tribune, elle a le mérite de réfléchir, d'ouvrir un débat, et c'est ce débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui au sujet de la Youth Bank. Alors, j'ai voulu construire cette présentation en apportant le vécu et le recul d'un expatrié, puisque j'ai rencontré plusieurs représentants de la diaspora irlandaise au Moyen-Orient, où j'ai travaillé plusieurs années dans le Golfe Persique.
Alors, le débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui sur les financements innovants s'inscrit justement dans la recherche de nouveaux leviers de construction et d'interdépendance européenne avec le reste du monde. L'idée est de considérer que l'argent est là pour investir et pour créer. C'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et de transformer les visions en réalité. Alors, ce voyage dans l'espace et dans le temps me permet de faire la transition avec le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une newsbank? C'est la présentation que je vais vous présenter et qui fait suite à un travail d'écriture avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants. Il y a plusieurs années, le fondateur irlandais des Youth Bank a été invité à Paris pour présenter son concept. Et pour mieux comprendre l'alchimie inédite de ce projet, je vous encourage à découvrir une petite vidéo sur YouTube dont vous avez le lien ici. C'est une petite vidéo en anglais qui vous explique de manière opérante la façon dont fonctionnent les youth banks et l'implication des différents acteurs. Alors, je vous laisserai peut-être, en vous transmettant les planches de cette présentation, visionner cette vidéo plus tard. Et pour vous exposer plus spécifiquement ce qu'est une youth bank, l'idée a essaimé au Royaume-Uni. Et elle est née dans les années 90 en Irlande, où plusieurs organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent pour collecter des fonds et notamment financer des projets portés par les jeunes avec une vocation citoyenne. La particularité de ces youth banks est qu'elles sont gérées essentiellement par des jeunes âgés de 20 à 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent venir en appui. L'un des éléments étonnants de cette expérimentation, c'est de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et donc, le dispositif a aussi permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. C'est un élément extrêmement important. Alors, comment se positionnent les Youth Bank? Il s'agit d'une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents, porteurs de projets innovants, qui va être très performant dans la mise en relation et le modèle de gouvernance, puisque l'objectif est d'être une structure pour les jeunes, gérée par les jeunes. Et donc, l'idée est d'amener des jeunes générations vers le goût d'entreprendre et la prise de risque. Et donc, au final, semer les graines d'un écosystème fort en matière de création de valeur dans tout ce qu'il y a de plus fort au niveau philosophique, que ce soit Aristote, Démocrite ou saint Thomas d'Aquin. Alors, il ne s'agit pas de faire doublon sur les dispositifs existants, mais plutôt de trouver des modes d'action et de réflexion très innovants, ce qui veut dire que la mission d'une youth bank sont variées. Il y en a 5 principaux. La première mission, vous l'avez compris, c'est la mise en relation avec des jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Il y a comme autre mission d'obtenir des conseils personnalisés, des orientations vers des mentors, des parrains, des réseaux qui peuvent aider à accélérer le projet. Sur ce volet, la Youth Bank se veut être un lieu de ressources. C'est un véritable incubateur de l'engagement. Donc, la Youth Bank est aussi un outil qui permet de flécher des financements, des dispositifs publics d'appui à l'innovation. Et puis enfin, le pilier fondamental, c'est de proposer une participation financière. Et là, la décision d'attribution du financement est déterminée par une commission collégiale.
regroupant les membres de la Youth Bank au vu de l'intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité. Alors, comment ce dispositif colle à des besoins? En fait, il y a eu beaucoup d'études sur le crowdfunding et on a réalisé que ce financement par la foule, les gens qui participaient voulaient aller beaucoup plus loin. Notamment, ils participaient en termes de conseils. Et en réalisant une analyse sociologique un peu plus fine, il est important de bien identifier les freins et les accélérateurs à l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, il y a des chiffres importants, notamment de l'INSEE, qui considère qu'environ 50 à 60% des jeunes ont l'intention de créer une entreprise, mais toutefois, il y a des freins. Parmi ces freins, il y en a 3 majeurs. Tout d'abord, il y a l'essoufflement des jeunes face au circuit bancaire classique. Enfin, il y a également le manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte. Il existe aussi d'autres freins, mais tout ceci s'illustre bien souvent dans le manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Alors, de nouveaux défis, il y en a également. Il est important de les mentionner. Je pense tout simplement à la révolution numérique qui est importante, et puis sur son sillage, un esprit d'entreprise qui évolue et qui révèle encore une fois qu'il existe un trou dans la raquette sur le volet de l'accompagnement et du financement innovant en direction des jeunes. Alors, quel est le fonctionnement global et comment les Youth Banks sont déclinés localement en Irlande et au Royaume-Uni? Il existe ce qu'on appelle des Golden Rules. Cela prendrait trop de temps à toutes les décliner. Toutefois, je vous propose de retenir l'une des règles fondamentales, c'est que les Youth Banks doivent être créés et gérés par des jeunes. Et c'est une règle fondamentale de gouvernance, même si des coachs, des mentors, des entrepreneurs pourront soutenir et aiguiller les jeunes sans les influencer. Alors, quelques missions structurantes sont aussi à retenir pour réussir l'architecture de la Youth Bank. Il faut des piliers solides. Parmi eux, on retrouve toujours la même chose, c'est de pousser des jeunes à s'associer et donc mener un travail permanent de sensibilisation, d'événements thématiques, de mise en place de réseaux. Ce qui peut expliquer dans la mise en œuvre du modèle irlandais et du modèle britannique des structures assez fortes de confédérations. Il existe des confédérations de Youth Bank en Écosse, en Irlande, en Angleterre et peut-être un jour en France. Et ces pôles vont justement être là pour apporter un support, un appui logistique dans des relations institutionnelles. Et donc, ce modèle pourrait tout à fait se transposer à Rouen comme laboratoire d'expérimentation pour la France. C'est donc c'est le sens d'un ouvrage que j'ai écrit et qui développe des préconisations pour expérimenter une Youth Bank. Et la mise en place de cette Youth Bank nécessite un certain nombre d'étapes. Étapes de mise en place, c'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer la publication de mon livre blanc qui s'intitule « Vers l'expérimentation d'une Youth Bank ».
C'est une publication en français que je peux également transmettre à chacun des participants à Rouen en format numérique et aux personnes intéressées, acteurs associatifs rouennais, comités de jumelage, acteurs internationaux qui voudraient justement créer de nouvelles passerelles avec l'Irlande, mais pourquoi pas réfléchir dans le contexte du Brexit à une ouverture avec le Royaume-Uni. Alors, le débat reste ouvert. Je vous propose aussi d'ouvrir le débat sur la vocation que les Youth Banks peuvent aussi animer en termes de laboratoire d'idées, puisque de nouveaux leviers peuvent aussi s'imaginer en permanence. Parmi des éléments nouveaux, beaucoup d'idées foisonnent, et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du Media for Equity, qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des startups. Ce sont des grands groupes qu'on peut citer par exemple en Normandie et en région parisienne, JC Deco, Aéroport de Paris, qui ont été très précurseurs dans ce domaine. Et c'est une voie qui est sans doute extrêmement intéressante pour explorer ce débat. Je vous signale également quelques outils de veille numérique pour rester alerte sur ce sujet. Compte Instagram, compte Twitter et page Facebook, Youth Bank France, qui est un élément, une plateforme pour réfléchir à la transposition d'une Youth Bank à Rouen, mais aussi dans d'autres villes. Vous pouvez vous signaler sur ces pages si vous avez besoin d'éléments complémentaires et de renseignements. Si vous souhaitez également recueillir la publication, n'hésitez pas à me contacter. Je voudrais vous remercier pour votre attention et vous proposer de continuer les échanges ensemble. J'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Alors, parmi certaines questions qui peuvent souvent se poser, je sais qu'on m'a aussi beaucoup parlé du cori, qui est ce coquillage qui a servi de monnaie extrêmement important, à la fois au large de l'Afrique et de l'océan Indien. C'est une monnaie extrêmement importante qui a été aussi très présente sur des routes commerçantes jusqu'à Tombouctou, au Mali. Et progressivement, cette monnaie a connu un déclin au profit de monnaie métallique. Mais je crois qu'on peut effectivement réfléchir ensemble à des ports d'entrée que la Seine-Maritime pourrait aussi développer dans ces échanges. J'ai parlé de la route maritime du MoCA, j'ai aussi parlé de l'ADN, en tous les cas de la conscience européenne que des personnalités fortes du territoire ont porté. Je pense à Jean Le Canuet. Et puis Rouen, c'est une ouverture avec des jumelages, avec des relations internationales qui pourraient aussi servir de lien. Je rappelle le jumelage entre la ville de Rouen et Cardiff, qui est une grande ville des assurances, de la finance au Royaume-Uni, à l'est de l'Angleterre. Si vous avez vous-même des contacts, pourquoi pas développer des échanges. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a une bulle de discussion si vous souhaitez vous-même écrire et souligner des réactions ou interrogations sur le sujet. Allez-y, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. En tous les cas, s'il y a besoin d'éclaircissement, j'invite à découvrir et à consulter
la vidéo en anglais « What is the Youth Bank » qui explique de manière assez dynamique comment a été déployé le dispositif et quelle forme il pourrait prendre en Normandie. Il y a sans doute beaucoup de projets qui pourraient intéresser. Les acteurs jeunesse rouennais. Est-ce que vous avez peut-être vu des choses de votre côté ou vous connaissez des initiatives plus ou moins similaires qui auraient été déployées? Il y a peut-être En tous les cas, la bulle de discussion est là pour réagir. Je vous laisse poser des questions si vous le souhaitez et réfléchir en tous les cas à ce prisme européen qui est nouveau par rapport au contexte du Brexit, qui invite à complètement repenser les relations avec l'Irlande, qui va chercher avec la Normandie et d'autres régions littorales françaises de la Manche et de l'arc atlantique à développer de nouveaux liens avec désormais ses plus proches voisins de l'Union européenne. Écoutez, je vous remercie en tous les cas pour votre attention. Cette vidéo sera retransmise, elle est enregistrée et sera accessible à tous sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie pour votre attention. À très bientôt et au revoir.